Troisième partie de ce cours sur la modélisation des liaisons, cycle transmettre. Alors, on va voir là comment est-ce qu'on réalise un schéma cinématique à partir d'une application, d'un mécanisme extrêmement simple. Et bon, il faut bien voir que les schémas cinématiques, comment est-ce qu'on les construit, ben, ça se pratique, il faut en faire. Hein. C'est quelque chose où on s'améliore régulièrement. Au début, on n'est pas très bon pour faire les schémas cinématiques et petit à petit, on s'améliore. Hein. C'est vraiment la pratique, il n'y a rien de bien compliqué dans ce qu'on va faire. Par contre, on voit tout de suite ceux qui ont l'habitude d'en faire et ceux qui ont un peu moins l'habitude d'en faire. Alors, le rôle du schéma cinématique, c'est ce qu'on appelle une représentation minimale et simplifiée, codée, parce qu'on utilise les symboles des liaisons cinématiques que l'on vient de voir, du mécanisme, et qui ne prend en compte ni les formes réelles, ni les dimensions réelles de l'objet. On s'intéresse là vraiment à la mobilité des pièces les unes par rapport aux autres, et non pas à la façon dont technologiquement ça va être réalisé. Il va donc nous permettre de traduire d'une manière simple le fonctionnement cinématique, c'est-à-dire des mouvements, du mécanisme et comment est-ce que les liaisons sont les unes par rapport aux autres. C'est un outil qui nous permet de faire des calculs de cinématique, donc de vitesse de déplacement des différentes pièces, ou de statique, dynamique, pour regarder quels sont les efforts qu'il y a dans notre mécanisme. On va regarder ici un objet extrêmement simple, ça s'appelle un serre-joint. Et donc ou un étau, hein, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler ce petit mécanisme. Alors voilà un exemple de la façon dont il est animé. Donc on voit qu'on a un déplacement ici, puis après on a une rotation, et par arc-boutement finalement on arrive à serrer ici une pièce sur le côté. Alors, lorsqu'on va pour faire le tracé cinématique, alors qui doit systématiquement se faire en couleur, c'est un bon moyen d'éviter des erreurs. Faire un schéma cinématique en couleur, c'est déjà de le rendre lisible et clair, et ensuite d'éviter des erreurs. Alors, la première chose à faire, c'est de préciser la phase d'étude. Alors, on le fait généralement pas, mais il faut se poser un petit peu la question, parce que en phase de montage ou en phase de maintenance, eh bien, on a des mobilités qui sont peut-être pas les mêmes que celles de la phase active du produit. Donc, on pourrait avoir des schémas cinématiques qui sont différents en fonction de la phase d'utilisation du produit. Donc là, on va considérer qu'on est en phase d'utilisation standard de notre produit et on va regarder notre serre-joint comme ça. La seconde étape, c'est d'identifier les classes d'équivalence cinématique, c'est-à-dire les groupes de pièces qui sont en liaison encastrement entre elles, c'est-à-dire qui n'ont aucun mouvement relatif. Je vous rappelle que le schéma cinématique s'intéresse au mouvement des pièces les unes par rapport aux autres, et donc on va regrouper toutes pièces qui n'ont pas de mouvement l'une par rapport à l'autre, qui sont en contact. Et donc, on va les repérer, les regrouper dans différentes classes d'équivalence et on va les nommer et on va les colorier. Et on va appeler chacune de ces classes d'équivalence d'un nom. Alors, le nom, ça peut être un numéro, une lettre, A, B, C, D. De manière plus intelligente, on peut essayer de nommer l'ensemble de pièces, je sais pas, pour un vérin, le corps de vérin, la tige de vérin, des choses comme ça. Tout ce qui pourra nous permettre de mieux comprendre le mécanisme, finalement. Mais on peut très bien appeler S1, S2, S3, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, les différentes classes d'équivalence. Alors, on reprend ici notre serre-joint et on va regarder donc les différentes pièces. Et on peut voir que par exemple ici, le téton il est pris dans le guide. Que la pièce 3, par rapport au coulisseau, on a vu que ça glissait, donc elles sont pas entre elles. Par contre, on a vu que les pièces 4 et 5, donc le morphix avec ici la goupille, tout ça, ça ne bouge pas. Dans la phase d'utilisation de la pièce, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu que la pièce 9 et la pièce 8 et la pièce 7, donc la vis, la goupille et le manche, dans la phase d'utilisation, ces pièces-là, elles bougent ensemble.
On a ici une partie qui est mobile, hein, la touche mobile qui vient serrer la pièce, elle est mobile. Et puis on a quelque part le coulisseau ici qui vient se déplacer et en même temps la vis qui tourne dedans. Donc voilà. Donc tout ça, ça nous donne déjà une petite idée. Après, on va identifier les classes d'équivalence cinématique. Donc on peut repérer d'une couleur en rouge un certain nombre de pièces qui sont fixes. Par exemple en vert, ici on a le coulisseau et puis le manche, la vis, c'est la goupille. Ici c'est encore une autre partie. Et puis on terminera avec la coupelle. Et donc, on va dire qu'on a une classe d'équivalence S1, la pièce rouge, là, qui regroupe 1, 2, 4, 5. On a une classe d'équivalence S2 qui ne regroupe que la pièce 3, une classe d'équivalence S3 qui va regrouper 7, 8, 9, et une classe d'équivalence S4 qui va regrouper la pièce 6 uniquement. Et on a donc 4 classes d'équivalence. On a finalement 4 ensembles de pièces mobiles les unes par rapport aux autres. Alors l'étape suivante, c'est de réaliser le graphe de liaison sous forme de patatoïde. Donc on prend chacune des classes d'équivalence et on les crée sous forme de patatoïde. Donc on avait S1, S2, S3, S4. Idéalement, on reprend les couleurs qu'on a utilisées sur notre dessin pour regrouper ces pièces. Ici le rouge, le vert, le bleu, le violet. Et on précise qui est le bâti. Donc ici, le bâti, c'est la partie fixe. Donc ici, on est un petit peu embêté, mais on va quand même considérer que on a un mort fixe. Ici, on va quand même considérer que c'est ça la partie fixe. Donc on va relier ici ce patatoïde au symbole du bâti. Et ensuite, on va observer quelles sont les différentes liaisons entre chacune de ces classes d'équivalence. Donc, on voit que la classe d'équivalence 1 est en liaison glissière de direction X. Ici, on a mis notre repère de direction X. Alors, c'est très important de définir correctement une liaison. Une glissière, ça se définit dans une direction. On glisse dans une direction, on se déplace dans une direction. Et donc, on donne un vecteur pour donner la direction. Bien. Ensuite, on regarde S2 est en liaison avec S3. On voit bien, la classe d'équivalence verte est en liaison avec la classe d'équivalence bleue. Et là, on a une liaison hélicoïdale, puisqu'on a une vis qui est dans son pas de vis, ici, la pièce 3. Et quand on tourne, on avance. Donc, on a une liaison hélicoïdale. Le centre de cette liaison, c'est C. Et donc, lorsqu'on a une liaison en une rotation, on va définir un axe de rotation. Et un axe de rotation, c'est une droite. Une droite, c'est défini soit par 2 points, soit par un point et un vecteur. Donc, la liaison hélicoïdale, on va la définir avec son axe. Voilà. Et ensuite, on voit que cette classe d'équivalence bleue est ici en liaison avec la coupelle par une liaison rotule ou une liaison sphérique. Et à ce moment-là, on donne le centre de la liaison. Il est vraiment très, très important de définir très correctement chacune de ces liaisons. La liaison glissière, on donne une direction, donc on donne un vecteur, on glisse dans une direction. Vous verrez plus tard que c'est très important pour les domaines de validité des torseurs. La liaison hélicoïdale, c'est un axe. Une liaison pivot, c'est un axe. Une liaison sphérique, c'est le centre de la liaison qu'on va définir. Voilà, donc là on a fait ce qu'on appelle le graphe des liaisons. Le graphe des liaisons, c'est donc quelque chose que l'on obtient par analyse du mécanisme qui peut être donné soit par une vidéo, soit par observation d'un objet réel, soit par un dessin technique qu'il faut savoir lire. Ensuite, pour réaliser le schéma cinématique, on va positionner en respectant les proportions, les centres et les axes des liaisons. Donc là, on avait un axe, on avait la liaison en C, la liaison en B, et notre glissière, en fait, on ne donne pas le centre de la glissière, on ne donne que la direction. Donc on a la direction X. Ça veut dire que la glissière, on peut la dessiner en fait n'importe où.
Et on dessine ensuite les liaisons au centre, aux endroits où elles sont censées être placées. Encore une fois, cette glissière-là, j'aurais pu la mettre n'importe où. Je respecte mes couleurs, peu importe finalement que je mette bleu et vert, hein, là je sais juste, donc le tour ici de l'hélicoïdal aurait pu être bleu et son centre vert. Ça aurait été un peu plus compliqué de se raccorder, mais ça peut être un bon exercice de regarder ce qui se passe si j'inverse les couleurs. Ça marche aussi, c'est plus compliqué de se raccorder. Et ensuite, je vais relier le vert avec le vert, le bleu avec le bleu, et puis je vais voilà, avancer petit à petit sur mon schéma cinématique. Et voilà, mon schéma cinématique, à la limite, il est terminé. Alors, je peux rajouter à ce moment-là des éléments complémentaires qui vont me permettre de bien définir mon mouvement ou d'être plus clair sur l'objet technique dont je parle. Alors, je vais rajouter mon symbole de bâti, hein, puisqu'on avait dit que c'était là. Je vais quand même mettre que j'ai deux pièces en vis-à-vis ici, hein, qui sont censées venir bloquer une autre pièce. Je vais rajouter mon manche. Et éventuellement, je peux rajouter ici une flèche pour indiquer que mon mouvement d'entrée, c'est la rotation ici sur le manche et que j'obtiens donc un système qui avance ici. Hein. Et puis, je peux mettre peut-être deux flèches ici pour dire que j'ai un réglage au niveau de ma liaison glissière. Voilà comment on fait un schéma cinématique. Finalement, c'est pas quelque chose de si compliqué. C'est si on procède étape par étape, c'est quelque chose qui se fait très bien. Donc, on verra en TD un petit peu sur d'autres exemples comment ça se fait, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez simple. À la fin, on vérifie en faisant dans notre tête tourner qu'on a bien les mouvements et qu'on a bien quelque chose qui correspond à ce qu'on avait vu ici. On peut réaliser le schéma cinématique en 3D, donc en perspective de notre système, hein, c'est à peu près pareil. Ça demande un petit peu d'habitude pour faire ce genre de schéma cinématique. Alors, on peut évoluer un petit peu sur ce qu'on va appeler le schéma architectural. Alors, le schéma, c'est celui qui est utilisé pour l'étude statique et dynamique des mécanismes, hein, donc pour évaluer les efforts internes. Il va être élaboré pour permettre le dimensionnement des constituants mécaniques du système. Il va mettre en évidence la structure interne des liaisons et il utilise la même structure graphique que le schéma cinématique. Alors, c'est pas très clair tout ça, je vais essayer de vous l'expliquer. On va essayer de comparer un schéma cinématique et un schéma d'architecture. Donc, le schéma cinématique s'intéresse uniquement à la cinématique du mécanisme, c'est-à-dire au mouvement relatif des différentes pièces, alors que le schéma d'architecture va vraiment nous montrer comment c'est fichu ce truc-là, c'est-à-dire la disposition des liaisons. Le second schéma colle à la réalité technologique puisqu'il va prendre en compte les constituants adoptés. Le premier est construit à partir du graphe des liaisons, le deuxième est constitué à partir du graphe des structures. Donc on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Regardons ici ce petit schéma. Alors il faut avoir un peu d'habitude pour lire ces dessins techniques. On a donc ici un arbre en rotation autour d'un bâti. Bon. Et on a deux éléments ici qui sont deux roulements à billes. Ces roulements à billes, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils autorisent... alors, est-ce qu'on a des translations? Non, si on regarde bien, ici, ce roulement à billes, il est bloqué. Donc, si je regarde mon arbre ici, il est bloqué. J'ai un épaulement là, j'ai un circlips ici, et les deux côtés de mon roulement à billes sont bloqués. Donc ici, j'ai aucun mouvement. Par contre, de l'autre côté, mon roulement à billes, il est bloqué à sa base ici, pareil par un circlips et par un épaulement. Par contre, la partie supérieure est libre de bouger. Bon, vu de loin, c'est une liaison pivot, c'est-à-dire que j'ai un arbre qui tourne dans un bâti. Mais vu de près, si je regarde, si je me sépare de cette partie-là et que je regarde que ça, j'ai une liaison ici linéaire annulaire. C'est même pire que ça serait plutôt une liaison rotule, hein, puisque j'ai pas de mouvement de translation possible. Donc j'ai un mouvement de rotation suivant l'axe ici, l'axe de rotation, et puis j'ai les deux autres mouvements, alors faibles, un petit débattement possible, suivant les deux autres axes.
Ici, j'ai pareil, sauf que j'ai une translation en plus. Donc là, j'aurais plutôt une linéaire annulaire. Du coup, c'est comme ça qu'on a nos deux visions. La première, c'est une vision globale. J'ai une pivot d'axe que je vais représenter comme ça. Et la deuxième, c'est de dire que j'ai une linéaire annulaire de centre B de direction X et une rotule de centre A que je vais représenter comme ça. On voit ici très bien qu'au final, je tourne autour de mon axe AB. Il n'y a pas de problème. Et donc, ce sont au final, entre la pièce noire et la pièce rouge, j'ai le même mouvement. Ah oui, mais si je veux calculer les efforts qu'il va y avoir au niveau de mon système, j'ai besoin de ce schéma d'architecture. Si je veux vraiment voir quels sont les efforts qu'il y a sur les roulements, je vais travailler avec le schéma d'architecture. Si je m'intéresse uniquement à la cinématique de mon système, j'ai juste besoin de dire que c'est une liaison pivot. Donc vous voyez qu'on peut avoir deux niveaux d'étude du schéma. Plus on va rentrer dans le détail du mécanisme, forcément, si on veut regarder des histoires d'efforts internes au mécanisme, j'ai besoin de l'architecture précise du mécanisme et pas uniquement de la liaison que je vais avoir entre mes deux pièces, classe d'équivalence. On peut avoir aussi un schéma technologique, donc ici, qui va représenter à peu près ce que j'ai dit, qui va montrer les épaulements. Donc là, on nous dit pas si c'est fait avec des circlips, etc. Mais on a ici le symbole normalisé des roulements. Et je vois que mon roulement ici, à gauche, on empêche son déplacement au niveau de l'arbre et au niveau de l'alésage, alors que ce roulement-là est uniquement arrêté sur sa partie inférieure au niveau de l'arbre. Voilà, et ici, on a le montage vissé ou soudé qui nous dit qu'on a monté toutes ces pièces ensemble. Et donc là, on a quelque chose qui n'est pas le dessin technique, qui est moins précis que le dessin technique, mais qui est plus précis que le dessin d'architecture et encore plus précis que le schéma cinématique. Voilà, on continuera ce cours avec la technologie, alors un petit rapide survol des différents éléments qui sont utilisés pour réaliser ces liaisons.